Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. C'est un webinaire qui est consacré à l'agroforesterie, plutôt l'agroforesterie intraparcellaire. On a déjà pu traiter la question des haies par le passé, et puis la question également de l'organisation d'un chantier de plantation. Donc ça, ce sont deux webinaires que vous pourrez retrouver en ligne. On vous remettra les liens dans la dernière diapo de ce webinaire. Et ce même webinaire donc, pourra être visible également sur Internet, sur le site de la Chambre d'agriculture notamment. L'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est de faire une introduction à l'agroforesterie intraparcellaire. Le contexte de ce webinaire, c'est parce que l'agroforesterie intraparcellaire vient d'entrer, donc depuis l'automne dernier, dans les dépenses éligibles de l'appel à projet pour le planton des haies, pour financer les investissements auprès des agriculteurs. Donc ça, tout ça, ça se passe dans le cadre du plan de relance national. Le dispositif planton des haies et l'agroforesterie intraparcellaire qui vient d'entrer donc dans ce dispositif qui est éligible. On verra les modalités plus précises tout à l'heure. Mais un petit indice, c'est très bien financé. Voilà. Ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui, c'est donc rapidement une notion d'origine, de définition de l'agroforesterie, de quoi est-ce qu'on parle. C'est important de revenir là-dessus avant de rentrer plus dans le détail. L'historique est important, les formes modernes et les définitions que l'on donne, tout ça c'est assez important pour voir de quoi on parle aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette notion dans les exploitations agricoles. Les grands principes de l'agroforesterie seront abordés, c'est pareil, c'est des éléments de compréhension qui sont nécessaires avant de se lancer dans un projet où on va implanter des arbres pour une certaine durée de vie dans une parcelle agricole, bien savoir de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'on fait ça et quels sont les freins, les limites éventuellement que l'on va essayer d'éviter en faisant ça. On passera sur les étapes de réalisation d'un projet. Ça permettra en fait de rentrer vraiment dans le concret. Donc, on verra très rapidement la théorie, mais surtout dans le concret, quelles sont les différentes modalités qu'on peut rencontrer pour un projet agroforestier. Les objectifs de la plantation jusqu'à des exemples très précis d'implantations qui ont été réalisées localement et qui montrent que l'agroforesterie peut être très diverse au sein du même département. On peut avoir des réalisations qui sont très, très différentes. Et puis, on finira par ce qui intéresse le plus d'un participant, c'est les modalités de financement de l'agroforesterie, puisque, comme je disais, on est aujourd'hui éligible avec l'agroforesterie intraparcellaire dans certaines conditions au plan de relance, et donc on a des taux de financement très intéressants sur l'agroforesterie. C'est le moment, en gros, de déposer son projet. C'est quelque chose qui arrive fort avec la prochaine PAC, etc. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à mon collègue Maxime qui va co-animer le webinaire avec moi. Et puis, voilà, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Merci beaucoup, Florent. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelques définitions, vous présenter, vous définir ce que c'est l'agroforesterie, au travers déjà d'une première définition qui est peut-être un peu scientifique et compliquée, mais on va essayer de simplifier ça pour que ça soit très clair de votre esprit par la suite. Donc la première, la voici, qui est que l'agroforesterie est un système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques, qui intègre les arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural, permettant ainsi de diversifier et maintenir la production afin d'améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de l'ensemble des utilisateurs de la terre. Donc voilà, on a déjà quelques notions, notamment l'intégration de l'arbre sur les exploitations agricoles et aussi la notion de maintien de la production et même d'amélioration, mais aussi de diversification sur une même exploitation. Donc voilà, ça c'est une définition du Centre agroforestier mondial, repris dans le plan de développement de l'agroforesterie. C'est peut-être pas la définition la plus simple. Donc, Florent, je propose qu'on passe tout de suite à la diapo d'après, qui voilà une définition plus simplifiée, plus simpliste, qui est que l'agroforesterie, c'est une association volontaire d'arbres, voilà, au sens large, et de cultures au sens large sur une même surface. Voilà, c'est finalement intégrer l'arbre sur l'exploitation, le mettre au service de l'exploitation pour en tirer des bénéfices pour les productions et les cultures que vous pourrez avoir sur les exploitations agricoles. Et vous voyez sur l'image de gauche, finalement, il y a c'est tous les schémas d'implantation des arbres, toutes les structures de l'arbre qu'on peut avoir sur les différentes exploitations. Vous pouvez repérer, vous, dans les paysages de nos campagnes, et qui finalement sont très diverses,
mais qui sont des structures qui peuvent être utilisées sur vos exploitations comme étant un support aussi de la production agricole. Plutôt que des définitions, je propose qu'on passe voilà, des images qui seront peut-être plus parlantes pour vous montrer un peu ce qu'est l'agroforesterie, ce qui a été l'agroforesterie. Ce n'est pas une chose qui est nouvelle, c'est une chose qui existe depuis très longtemps. Et là, vous avez des images avec différents systèmes agroforestiers. Comme vous pouvez le voir, il y a une diversité qui est très importante. En haut à gauche, vous avez une plantation de noyers, qui est un système agroforestier, puisque une culture, souvent de maïs, c'est possible sur ces parcelles-là, notamment lorsque l'arbre n'est pas encore totalement développé. Au bout d'un moment, celui-ci est développé et engendre une concurrence qui est très importante pour la culture. Néanmoins, le temps que celui-ci se développe, une culture est possible. Ça, c'est des systèmes qui existent dans le Dauphiné aujourd'hui, encore aujourd'hui, mais qui sont des reliques du passé, hein, sont des systèmes qui ont été utilisés depuis très longtemps. Tout comme l'image d'en haut à droite, là, qui est une culture d'olivier finalement, avec du maraîchage qui est implanté dessous. On voit la taille des oliviers, que ce n'est pas un système qui existe depuis quelques dizaines d'années, c'est des oliviers qui sont assez vieux. Et en effet, hein, c'est des systèmes qui sont très utilisés dans le sud de la France depuis l'Antiquité. Et on voit tout de suite déjà la notion d'association, donc de culture, de production au sol, donc de culture sur la terre, et ensuite de production liée à l'arbre. Alors là, ce qu'on voit, nous, c'est des fruits, mais on verra après que la production liée à l'arbre peut aussi être au niveau du bois, ou enfin différentes valorisations possibles. En bas à gauche, vous avez un paysage typique là, du bocage normand, avec les productions de pommes, hein, pour le cidre, pour le calvados, pour manger des pommes, tout simplement, également. Et aussi, là, on ne voit pas d'animaux, hein, mais ce sont des parcelles qui sont utilisées pour le pâturage, hein, des animaux dans ces paysages-là. Pâturage des vaches normandes, notamment. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui existe depuis très longtemps aussi. Il y a eu jusqu'à 600 000 hectares de ce système bocager-là. Aujourd'hui, on est à environ 100 000 hectares. Donc, on a une réduction de système, notamment liée au débouché. Hein. On produit moins de sites qu'on a fait. Et on n'a pas la même utilité aujourd'hui. Mais c'est des systèmes qui existent depuis très longtemps. Et enfin, à droite, c'est peut-être le système qui est le plus répandu. Hein. C'est tout simplement le système bocager avec le pâturage. Et finalement, les arbres qui sont là pour procurer de l'ombre aux animaux, pour procurer des barrières végétales avec les haies, hein, pour passer pour délimiter les parcelles, tout simplement. Et c'est vraiment peut-être l'association la plus répandue aujourd'hui, et qui est tout à fait visible, mais qui est issue, voilà, de pratiques ancestrales. On peut dire aussi que par le passé, dans le système bocager là, qui est le plus répandu, l'arbre il avait une vraie fonction de production d'énergie, puisque c'était l'énergie numéro 1 Oui. de l'espace rural. C'est une fonction qu'il a perdue petit à petit, et donc qui explique aussi en grande partie le déclin de ce système-là aujourd'hui. Et dans tous ces systèmes, ce que tu as pu présenter, c'est qu'il y a vraiment une fonction donnée à l'arbre et une fonction qui est donnée également à la surface agricole productive. Donc c'est bien ça de l'agroforesterie, c'est qu'on a à la fois de l'arbre, à la fois de la culture, et que les deux sont intimement liés et vont avoir des interactions entre eux. Je te laisse présenter la diapo suivante, du coup. Donc, cette diapo suivante qui présente encore de nouvelles formes d'agroforesterie, c'est déjà d'une part pour montrer qu'il y a une grande diversité des systèmes possibles, hein, des alliances, des complémentarités possibles entre les arbres. Il y a des choses qu'on a vues, qui existent depuis un certain temps. Hein. Vous voyez l'image avec l'élevage de porcs des porcs de Bigorre ou dans le sud-ouest de la France, là, lié avec voilà, une production d'arbres. Ça, c'est des choses qui peuvent exister. Aujourd'hui, on est plus dans la tête des exploitants, et notamment par chez nous, dans les terrains un peu de céréaliculture. C'est peut-être l'image de gauche là, qui peut davantage vous parler, dans le sens où on a une culture, vraiment une bande de culture qui est intercalée entre deux bandes de plantation. Ici, c'est des peupliers, puis on a une culture de maïs. Voilà, sur une association où
qui peuvent bien fonctionner sur des terrains qui peuvent être assez humides. Peuplier et maïs cohabitent bien. Et enfin, en bas à droite, vous avez également un nouveau système, enfin, un autre exemple de système qui est une culture de lavande. Vous voyez les rangs bleutés. Et puis, disséminés, ce sont des chênes truffiers. Donc là, on est sur une nouvelle forme qui, pour le coup, est très parlante dans la rentabilité et la valeur ajoutée qu'on va avoir à l'hectare sur ces parcelles-là, puisqu'on est sur deux cultures à forte valeur ajoutée, avec des cultures qui sont plutôt qui sont des cultures plutôt manuelles, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de mécanisation. Donc la complémentarité est plutôt facile à mener, mais néanmoins, on est sur des cultures à très forte valeur ajoutée, et disons qu'on optimise la rentabilité sur ces parcelles-là en associant ces deux cultures. Ça permet de répondre à certaines idées reçues qui disent que l'agroforesterie peut faire perdre de l'argent. Bah, on voit là quelques exemples où on peut clairement en gagner beaucoup plus sur la même surface avec une intensification de la production. Alors aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que ça veut dire agroforesterie moderne? Eh bien, exactement, c'est peut-être plus cette image que vous avez en tête. En fait, agroforesterie moderne, c'est peut-être une intégration de l'arbre au sein de systèmes qui aujourd'hui sont actuels. C'est finalement cultiver de la même manière, mais essayer d'y intégrer l'arbre pour qu'il y ait une plus-value finalement. Et c'est aussi la notion du coup d'une agriculture qui reste une agriculture performante, moderne, dans laquelle on vient intégrer l'arbre. Et c'est pas l'inverse, on n'est pas en train de rajouter de la complexité au système. L'idée, c'est bien de conserver tous les atouts d'une agriculture moderne et de venir rajouter une valeur ajoutée supplémentaire sur un système qu'on essaye le plus inchangé possible. Donc, on cherche au minimum à impacter la culture pour garder un système qui est le plus performant possible et y ajouter des choses de la plus-value et des éléments supplémentaires. Alors, on va passer à un petit quiz. On va voir, hop là, petite animation, le quiz agroforesterie. On va essayer de vous faire participer. C'est l'occasion de prendre en main le petit volet discussion. On va vous poser deux petites questions idées reçues et on vous laisse voter du coup directement dans la discussion. On va se dire qu'au bout de cinq réponses, on entérine le vote et on passe à la réponse collective. Voilà. Alors, vous avez pris en main l'outil discussion. Une parcelle en agroforesterie reste-t-elle éligible aux aides de la PAC? À vos claviers, pour ceux qui le peuvent. Donc, Céline nous répond oui. Sandrine nous répond oui. Joséphine également. Allez, encore deux petites réponses. Oui pour Julien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut participer? Globalement, ça va dans le même sens, on n'aura pas beaucoup de surprises. Et Patricia Rouet, donc, qui nous dit oui également. Donc, je pense que la DDT est bien informée par rapport à cette question-là. La réponse, effectivement, c'est vrai. Une parcelle en agroforesterie, donc qui respecte les principes réglementaires de l'agroforesterie, reste bien éligible aux aides de la PAC. Et c'est tout l'intérêt de cette culture, de cette pratique-là également. On pourrait inventer plein de choses avec les arbres, mais quand on rentre bien dans le cadre de l'agroforesterie, on reste sur une pratique agricole à 100% et donc on conserve tous les statuts de la parcelle agricole. On pourrait détailler ces éléments. Je vais juste vous montrer une diapo pour répondre à ce principe. C'est que, donc, pour décrire ce que c'est que l'agroforesterie dans la PAC, on doit respecter dans les cultures 100 arbres forestiers maximum. Donc dans la ligne des arbres forestiers, en culture, on doit avoir 100 arbres forestiers maximum. Et par contre, les fruitiers ne sont pas concernés par cette définition-là, donc on pourrait avoir potentiellement autant de fruitiers que l'on veut sur une parcelle de culture, puisque de toute façon, les fruitiers sont des arbres agricoles, donc le fait d'avoir des arbres agricoles sur une surface agricole, il n'y a pas de problème, on garde le statut agricole. Pour les prairies, c'est un tout petit peu plus complexe, mais en fait, on va voir que ça revient quasiment au même. On va appliquer la règle du prorata pour les arbres forestiers. Donc, en fait, on va retirer la surface
pardon, je vois des petits traits qui sont apparus sur l'écran, quelqu'un qui a dessiné. On va retirer la surface qui est prise par les arbres au système agricole, donc potentiellement les surfaces sous les arbres qui ne permettent plus la production. Quand on est en prairie, du coup, les surfaces sur lesquelles les animaux ne vont pas pouvoir venir pâturer seront retirées avec une règle de prorata, donc jusqu'à 10% de surface prise par l'arbre sur l'agriculture. On n'aura pas de dégrèvement. Et par contre, au-delà, on pourra avoir des barèmes pour retirer des surfaces admissibles à la parcelle. La seule différence en prairie, c'est qu'on pourra ajouter les arbres avec les autres surfaces non agricoles. Et donc, on peut atteindre des seuils, même si on n'a pas tout à fait 100 arbres par hectare. Si on a uniquement des arbres, on peut à peu près atteindre les mêmes types de ratios et on peut garder cette idée de 100 arbres maximum par hectare, qui est un bon ratio. On pourrait rentrer dans le détail des SIE, etc. Mais bon, ça, on peut le faire dans le cadre d'une formation. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui dans le webinaire. Donc, on est bien sur 100 tiges d'arbres forestiers maximum et on conserve l'ensemble des droits à la PAC sur cette parcelle. Hop. Alors, on va garder les petites annotations, là, je pense, pendant la fin du webinaire, sauf si quelqu'un arrive à les supprimer. L'autre petite question à vos votes dans la partie discussion. Donc, les arbres dans les cultures, c'est autant d'eau, de lumière et de nutriments en moins pour les cultures. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai trouvé la petite manip pour supprimer les dessins. Alors, on a deux réponses. C'est faux. Faux à nouveau. Pas complètement, nous dit M. Pavageau. Merci. Est-ce qu'on a encore une réponse? 1, 2, 3, 4, 5, oui et non. Ok, bon, on a ce qu'il nous faut. Donc, 3 personnes considèrent que c'est faux et 2 personnes ne disent pas complètement ou oui et non. Mince, il faut que je reprenne la souris, sinon je vais dessiner partout aussi. C'est autant d'eau, de lumière et de nutriments en moins pour les cultures. Alors, moi, j'ai mis plutôt faux parce qu'en fait, on a un système de compétition qui va se mettre en place à proximité des arbres, mais aussi un système de complémentarité. Et ce que l'on va rechercher, c'est pour ça que j'ai penché plutôt vers le faux, c'est qu'on va rechercher un équilibre positif sur la parcelle d'agroforesterie. Donc, on va chercher à ce que les complémentarités soient plus importantes que les compétitions. Mais on va dire qu'on pourrait accepter aussi les deux autres réponses, oui et non, ou pas complètement. Parce que effectivement, on a quand même de la compétition qui s'installe à proximité des arbres et elle va compter dans le système agroforestier. Alors justement, on va rentrer très rapidement dans le détail des différentes interactions agro-environnementales parce que c'est vraiment un moteur important de l'agroforesterie. On va voir que les moteurs de l'agroforesterie, les motivations, il peut y en avoir plusieurs. Ça, c'en est un, à mon avis, qui est vraiment essentiel. C'est comment vont fonctionner sur le plan agronomique les arbres et les cultures sur la même parcelle. Et c'est bien là-dessus qu'on va avoir le maximum de plus-value. Les interactions environnementales vont concerner les différents compartiments de l'environnement. Donc, la lumière qui arrive, le vent et plus largement la météo qui va avoir lieu sur la parcelle. Ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous aussi au niveau du sol, des apports en matière organique et en carbone, le stockage de carbone. Ce qui va se passer au niveau de l'eau, pareil, au-dessus ou en dessous de la parcelle, et puis des interactions qui vont concerner la biodiversité. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on peut facilement tenir une journée sur ces aspects-là en les détaillant tous au maximum. Je donne juste quelques exemples qui sont assez marquants, assez frappants. La complémentarité pour l'eau. En fait, vous avez sur la partie de gauche ici une photo d'un peuplier qui a été mis en place par l'INRA, là, dans le sud de la France, dans une parcelle où les arbres sont mélangés avec les cultures. Alors, on voit au-dessus que c'est une parcelle qui est quand même relativement dense ici. Hein. On a plusieurs modalités qui ont été testées par l'INRA depuis les années 90. Et là, l'arbre, dans une parcelle agroforestière, en fait, ce que montre l'image, c'est qu'il a tendance à faire plonger son système racinaire, tout simplement parce qu'il est d'une part en compétition avec les cultures sur les premiers horizons, et aussi parce qu'on a une pratique en agroforesterie qui consiste à sectionner les racines dans les premiers centimètres de profondeur. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'arbre va plutôt avoir tendance à plonger et à aller chercher l'eau plus bas. Ici, on a la comparaison avec une photo qui est prise à quelques mètres de là, en fait, dans un système forestier témoin.
où on a du coup une plantation de peupliers en pur. Et cette fois-ci, l'arbre va chercher en fait l'intégralité de son eau dans les premiers horizons, dans les premiers centimètres de profondeur du sol. Parce que tout simplement, l'arbre, il va aller chercher là où c'est le plus simple pour lui. Et si on ne le force pas par différentes techniques à aller chercher en profondeur, eh ben, il va aller chercher en superficie. Ça entraîne plusieurs choses, ce comportement-là et cette plasticité du système racinaire. Notamment que les arbres, en fait, en système agroforestier, ils vont être plus résistants aux sécheresses parce qu'ils vont aller chercher leur eau plus profond. Les cultures elles-mêmes, elles vont bénéficier en fait de la porosité que va créer l'arbre en sous-sol, c'est-à-dire que l'arbre il va faire éponge et il va aider l'eau du sous-sol à remonter. Par contre, ça impose aussi quelque chose, c'est qu'il faut, là, dans un cas extrême comme celui-là, avoir des sols très profonds pour que ça se produise, ou dans un cas où le sol est beaucoup plus superficiel, comme c'est le cas chez nous, que le sous-sol soit quand même fracturé. La culture ne descend pas dans la roche fracturée, mais l'arbre, la plupart des arbres sont capables de le faire. Et puis, il va falloir aussi bien diriger cet arbre parce que plus ce sera contraint en sous-sol et plus l'arbre va avoir plutôt tendance à se répandre en surface. Voilà. Donc, ça marche aussi par chez nous, sauf vraiment si on avait 20 cm de sol et puis une dalle calcaire infranchissable, y compris par les racines de l'arbre. Là, on garde quand même des réserves. C'est pas un système miracle, c'est pas une réponse non plus à tous les problèmes de l'agroforesterie. Je passe avec d'autres facteurs. Alors, j'insiste sur ceux qui sont moins connus. Au niveau du stockage de carbone, donc l'arbre, quand il grandit, quand il croît, il va stocker du carbone dans toutes ses composantes. Je vais finir avec cet aspect-là, puis on va passer au nouveau lien de visio juste après. Donc, quand il croît, l'arbre, quand il construit son matériau, le bois ou les feuilles, il va stocker du carbone naturellement. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'effectivement, il stocke dans le tronc un petit peu, dans les branches un petit peu plus, et dans les feuilles encore plus chaque année. Mais il va aussi stocker en sous-sol. Et en fait, il a 80-90% de sa biomasse qui va rester globalement dans l'arbre, qui va rester chaque année, qui va se réincorporer au sol chaque année. Donc, quand on parle de stockage de carbone, c'est quand même vraiment une pompe à carbone très intéressante, enfin, une source de stockage de carbone, je ne le dis pas forcément dans le bon sens, qui va être assez importante. Et on considère même que c'est la solution la plus efficace en parcelle agricole pour stocker du carbone dans le sol. Donc, une grande part de la biomasse de l'arbre qui va mourir et être réincorporée au sol chaque année. En fait, voilà, ce qu'on sait moins, c'est que les racines, elles aussi, les plus fines racines, elles vont chaque année mourir et se redévelopper en fonction du cycle de vie de l'arbre dans l'année. Et donc, toute la partie qui va mourir va se dégrader et faire autant de carbone stocké dans le sol. Hop. Voilà. Un autre aspect sur lequel on peut s'attarder quelques minutes, c'est ce schéma qui détaille les impacts du vent sur une culture. Et on choisit d'évoquer cet aspect-là parce que, pareil, c'est un aspect qui est relativement peu connu et il est plus connu en fait pour ses effets négatifs que pour ses effets positifs. Ça montre les deux. Une haie, en fait, le principe, et je reviens aux travaux de l'INRA des années 60 et 70, c'est qu'elle va pouvoir protéger une culture sur 12 à 15 fois sa hauteur. On trouve même dans la littérature des distances encore plus importantes que ça. C'est-à-dire qu'une haie moyenne de 10 mètres de haut va pouvoir protéger un champ sur 120 à 150 mètres. Alors ça dépend de la forme de la haie, il faut bien la concevoir, ça dépend de son orientation aussi beaucoup. Et ça dépend aussi du nombre de haies qu'on a sur un même territoire. Plus vous aurez un maillage important sur un territoire, donc un bocage par exemple, et plus vous aurez un effet brise-vent important. Donc la haie, elle va protéger la culture sur 12 à 15 fois sa hauteur. Ça veut dire qu'elle va permettre à la culture d'accroître son rendement, de se plaire mieux et d'avoir moins de désagréments sur toute cette surface-là. Donc c'est la partie bien que vous avez ici sur le graphique. Et on a aussi une partie perte à proximité de la haie. Donc je parle bien de haie et je ne parle pas de système agroforestier où c'est encore un petit peu différent. On a une perte qui va se voir sur les premiers mètres de la culture, qui va être visible et qui va même faire dire à la plupart des exploitants que chez eux, ils constatent que l'arbre il est néfaste et qu'il a une compétition importante avec les cultures, que du coup, c'est pas forcément adapté à son système. Et en fait, c'est cette perte-là qui est visible et qui va entraîner une chute de rendement auprès de la culture. Ce qu'on a avec ce schéma, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, le gain cumulé sur toute cette surface protégée de la culture, qui est très peu visible et qui est assez diffus sur l'ensemble de la parcelle, va être supérieur en fait à la perte que l'on a immédiatement à proximité de la haie.
on ne prend pas en compte non plus dans ce cadre-là, ce qu'on va aborder un petit peu après, que la haie elle-même, elle est productive et qu'elle peut apporter des bienfaits sur la culture, voire une production elle-même. Euh, et puis, on ne voit pas non plus ici, puisque j'ai bien parlé de haies, le fait que l'agroforesterie, elle va mobiliser des techniques et des modalités d'implantation qui vont permettre de réduire aussi cette zone de perte, notamment les écartements, les densités, les orientations des linéaires vont permettre de limiter au maximum cette zone de perte-là. Alors là, on est vraiment sur un effet brise-vent, un effet positif de protection du vent par la haie. On pourrait retrouver des systèmes un petit peu similaires sur d'autres aspects, notamment sur la biodiversité et globalement sur plusieurs composantes de l'environnement d'une parcelle agroforestière. Alors, il y a une dernière composante, et je me rends compte qu'on n'a pas parlé de la lumière, j'en dirai un mot juste en conclusion. Une dernière composante, c'est l'effet biodiversité, puisque l'arbre va être un support de biodiversité, ça on l'entend assez régulièrement. Concrètement, en quoi ça va jouer, en quoi ça va être un atout pour la culture. Alors, on a des experts biodiversité autour de la table, n'hésitez pas à les interroger ou à revenir vers eux par la suite. Moi, je vais simplifier au maximum. La biodiversité, c'est relativement complexe si on rentre dans le détail et qu'on cherche à attirer en particulier un ravageur, un auxiliaire, pardon, pour lutter contre tel ravageur. Avec les arbres, on a des abacs, on a des systèmes qui existent pour se dire, en fonction des sols que j'ai, des ravageurs contre lesquels je cherche à lutter, je vais chercher à attirer tel auxiliaire et je vais chercher donc à implanter tel type de haie ou tel type d'arbre. Tout ça, ça se retrouve sous la forme d'outils en ligne qui sont très bien faits. Et puis, pareil, hein, si vous voulez en savoir plus, revenez vers nous. On vous donnera les liens de ces outils, notamment développés par la fac, l'APCA, pardon, et puis par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. C'est relayé aussi par la fac, mais ça, c'est pas un outil à fac. Concrètement, sur un territoire, on va avoir en fait, pour une espèce donnée, des zones pour manger, les ressources alimentaires, des zones pour se reproduire ou pour se réfugier. Et puis, sur le territoire, entre ces différentes zones dans lesquelles l'espèce va avoir besoin de circuler, c'est très schématique, on va avoir des repères paysagers, on va avoir des corridors qui vont lui permettre de se déplacer en toute sécurité. On va avoir aussi possiblement des effets barrières. Une espèce qui vit plutôt en milieu ouvert, elle va pouvoir être limitée par la présence d'une haie également, il faut le savoir. Et puis globalement, on va avoir des effets lisières entre milieux, donc entre un milieu forestier et un milieu ouvert par exemple. Et on sait que ce sont ces effets lisières qui sont les plus gros pourvoyeurs de biodiversité. On a à la fois une partie du système forestier qui est présente et puis une partie du système ouvert. Donc c'est ce qui se passe en agroforesterie. On va renforcer cet effet lisière en ayant un maximum d'interfaces possibles sur la culture. Et puis, on va offrir pour certaines espèces des sites de refuge ou de reproduction, des ressources alimentaires, des repères paysagers, etc. Donc, on va jouer un petit peu sur tous ces facteurs-là. Et l'idée, si on ne rentre pas par la clé très précise que je vous citais au début de cette diapo, c'est d'essayer de renforcer l'ensemble, d'avoir un écosystème qui est le plus robuste possible pour essayer d'éviter en gros les invasions de parasites, les gros problèmes sanitaires. Et on va avoir un effet tampon qui va être en place grâce à la robustesse de l'écosystème qui entoure la parcelle agroforestière. Donc, plus on a d'interactions, plus on a d'éléments paysagers qui accueillent des auxiliaires et aussi des parasites évidemment, plus on va avoir un effet tampon et moins on va avoir de gros problèmes sur les cultures ou sur les prairies. Donc, ça, ce que je vous ai dit, c'est vrai pour l'arbre, ça serait vrai aussi pour d'autres types d'éléments paysagers. Et justement, l'arbre en agroforesterie, il est accompagné par une bande enherbée quasiment systématiquement. Et donc, cette bande enherbée, elle va aussi elle-même jouer son rôle. Tout n'est pas attribué à l'arbre dans ce système-là. Alors, je disais justement que je n'ai pas parlé de la lumière, c'est en fait un oubli, c'est la partie sur laquelle on va avoir le plus d'interaction, enfin le plus de compétition, pardon, sur lequel on va pouvoir le moins jouer. Là, il va prendre un petit peu de lumière sur la partie cultivée. Et pour lutter contre ça, on va justement jouer sur les différents facteurs que je vous citais tout à l'heure, donc l'orientation des alignements, la densité des arbres, les hauteurs d'arbres aussi. Donc, on va
jouer sur ces différents paramètres pour essayer de limiter au maximum l'impact sur la lumière. À part dans des systèmes très chauds, très secs, où l'arbre va apporter une protection. On voit aussi un système bocager en fin d'été où on a encore de l'herbe verte sous les arbres. À part dans ce cas-là, en fait, on a peu d'interactions, on a surtout de la compétition vis-à-vis de la lumière, et donc on va essayer de limiter au maximum cette compétition par les techniques que je vous ai citées, plus par la gestion, par l'élagage des arbres également. Je continue. L'ensemble de ces compétitions et de ces complémentarités va avoir un impact en fait sur l'agriculture et sur la forêt. On résume ça avec un schéma, là ici encore une fois très simplifié, mais qui est basé sur des expérimentations précises de l'INRA, encore une fois dans le sud de la France. L'idée qui ressort de tout ça, c'est que sur une parcelle agroforestière, globalement, donc d'1 hectare, on va avoir dans ce schéma-là précis la production de l'équivalent de 0,85 hectares d'agriculture. Donc on a une perte de surface en fait de l'agriculture avec une perte de rendement qui est associée. On est plutôt dans un système qui était assez dense là dans cette version-là. Et puis on a une production de forêt qui est l'équivalent de 0,75 hectares de forêt. Donc des productions d'arbres de fûts. Donc c'est vraiment dans un schéma particulier. On vous a expliqué toute la diversité que pouvait avoir l'agroforesterie au démarrage. Là, on est dans un schéma très particulier, très précis. Et en fait, dans ce schéma, on a mesuré vraiment en procédure, enfin, avec un procédé scientifique, pardon, avec une rigueur scientifique, on a mesuré qu'on pouvait produire l'équivalent de 1,6 hectare sur 1 hectare de surface agroforestière. On pourrait, encore une fois, rentrer dans le détail, appliquer ça à d'autres systèmes. Ce qui est intéressant pour moi à montrer, c'est qu'en fait, on a réussi à faire plus de production, on a réussi du coup à intensifier la production. Et donc, l'agroforesterie, ce n'est pas une pratique extensive, c'est bien une pratique qui permet d'intensifier la production sur une parcelle. C'est important de le dire parce qu'on lève aussi des idées reçues en développant ça. Et on se dit après, effectivement, il va falloir voir combien est-ce qu'on arrive à vendre cette partie-là, combien on arrive à vendre celle-ci, quels sont les co-bénéfices qu'on va avoir, etc. Mais le point de départ, c'est bien de chercher à produire plus, mieux aussi, mais de chercher à produire plus sur une même surface. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que je dis là. Et puis, la question qui va rester, en fait, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est dit, effectivement, on arrive à produire un petit peu plus en volume de biomasse sur une même surface, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on a comme choix? Est-ce qu'on continue à faire des parcelles qui sont séparées, avec des parcelles de boisement ici, et on en a, y compris en plaine céréalière, on a des bosquets qui sont présents, et puis des parcelles de culture autour? Ou est-ce qu'on cherche à mélanger les deux? Donc là, on a une version séparée également, un bosquet avec autour de la culture. Et ici, une version mélangée où on a de l'agroforesterie, donc des alignements d'arbres et de la culture, avec l'objectif de limiter au minimum les impacts sur la culture, de continuer à cultiver une parcelle agricole classique, mais d'ajouter une production supplémentaire. Et ce que l'on cherche à éviter aussi avec l'agroforesterie moderne, ben, c'est ça, du coup, c'est de se poser trop de questions quand on vient dans le champ et qu'on est en train de cultiver et d'éviter l'impasse où ben, on n'arrive plus à cultiver. L'idée, c'est bien de mettre l'arbre au service de la culture, de lui ajouter des choses et pas de venir se rajouter des contraintes supplémentaires. C'est pour ça qu'on passe du temps à concevoir les projets, à bien les réfléchir et à faire en sorte qu'ils correspondent bien aux objectifs de l'exploitant et au système d'exploitation. Dans tout ça, on cherche en fait à profiter des interactions, bénéficier des co-bénéfices entre les arbres et les cultures. On n'est pas rentré dans le détail, mais on a des interactions sur les engrais, sur les produits phytosanitaires également. On va optimiser les surfaces et les ressources qui sont disponibles. En gros, on va plus capter de ressources sur une même surface. Donc on va produire plus et mieux. On va faciliter le suivi quand on regarde la partie forestière, et puis on va faire évoluer le paysage, le patrimoine, la valeur sentimentale, le capital aussi qu'on a sur pied dans la culture. Voilà tout ce qu'on cherche à faire avec l'agroforesterie moderne. Un nouveau petit quiz. Vous êtes toujours là, vous allez pouvoir participer à nouveau dans le fil de discussion. Très rapidement, 2 petites questions à nouveau à suivre. L'agroforesterie, je ne peux pas en faire, je suis locataire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on a un faux. On essaie de monter à 5 réponses. À vos claviers. 2 faux, 3 faux, 4 faux, 5 faux. Je ne sais plus où on en est. Et on a une réponse si avec accord du propriétaire et selon le bail. Alors, du coup, c'est possible avec l'accord du propriétaire. Voilà, c'était le temps de réponse de tout le monde. Donc, on a une grande majorité de faux, et puis 2 personnes qui nous disent si, c'est possible, mais il faut avoir l'accord du propriétaire. Alors, qu'est-ce que j'avais répondu à ça, moi? Oui et non. Bon, bah là, j'étais un peu plus nuancé que tout à l'heure, du coup. Oui, techniquement, c'est possible. On peut planter des arbres dans des parcelles qui ne nous appartiennent pas, dont on est locataire. C'est un oui, mais parce qu'en fait, dans le droit rural, quand on va planter un arbre, tout ce qui va être incorporé au fond, donc le tronc, c'est comme ça que c'est défini, va constituer un capital qui est intégré au foncier et donc qui va appartenir au propriétaire. Donc, si on plante des arbres pour en faire du joli bois et qu'on n'a pas prévu de disposition particulière pour récupérer cette valeur-là en sortie de bail ou récupérer une indemnité éventuellement, et ben en fait, on fait ça, on a le droit de le faire, on va bénéficier des interactions avec la culture, comme on le disait tout à l'heure, mais par contre, on ne récupérera pas la valeur de l'arbre, donc c'est un petit peu dommage. C'est possible d'organiser ça, donc on parle de l'accord du propriétaire. Alors, dans tous les cas, il faudra l'accord du propriétaire pour pouvoir planter sur la parcelle, parce qu'on vient modifier le fond. Et si en plus on veut récupérer la valeur à la fin, ben, il faudra avoir des dispositions particulières, avoir peut-être un bail plus long, voire un bail qui est prévu jusqu'à la récolte des arbres. C'est tout à fait possible. C'est des choses qui sont encore en train de se mettre en place. Donc voilà, ce qu'on répond dans ce cas-là, c'est plutôt faire de l'agroforesterie sur les parcelles dont on est à la fois propriétaire et exploitant. Ça simplifie beaucoup les choses. Maintenant, si pour différentes raisons, et on a souvent le cas aussi, on veut planter des arbres sur des parcelles dont on n'est pas le propriétaire, c'est tout à fait possible. On peut le prévoir. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place et il y a un petit risque juridique en plus si vraiment on cherche à en récupérer la valeur. Pour les haies, par exemple, ce qu'on fait avec le plan de relance en ce moment, on demande un simple accord du propriétaire. La haie, si elle est exploitée en taillis, on peut considérer que c'est du fruit du coup de l'arbre. C'est pas le tronc, c'est pas le capital. C'est quelque chose qui est exploité régulièrement. Et donc, on n'a pas tout à fait la même perception des choses. On peut, dans ce cas-là, récolter le bois de bail. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec un arbre tétard où le tronc appartient au propriétaire. Les branches sont un fruit et donc appartiennent au locataire. Et puis, je crois que c'est notre dernière question du quiz, il me semble. L'agroforesterie, c'est peu d'avantages pour l'agriculteur. Ça, elle est facile si vous avez commencé le webinaire depuis le début. Faux, merci Anaïs. Ouf. Faux pour Sandrine aussi. Faux pour Joséphine, avec un point d'exclamation. Merci. Et puis, faux aussi pour les autres participants, donc M. Bavajo, Céline, hop, et puis j'arrive plus à suivre. Donc, super, merci pour vos réponses. Donc, effectivement, on va avoir tout un tas d'avantages et on va s'y attarder très légèrement, au-delà des avantages agronomiques qu'on a déjà évoqués. Et donc là, je passe la main à Maxime pour la suite. Exactement. Merci Florent. Si tu peux passer à la diapo d'après. Voilà. Oui, maintenant, on va enchaîner avec les objectifs de plantation. Voilà, quels sont les objectifs? Pourquoi vous voulez planter sur vos parcelles, sur votre exploitation? On va faire un rapide tour. Alors, peut-être qu'il en existera d'autres auxquels on n'aura pas pensé, mais globalement, les principaux objectifs sont résumés dans cette diapo et la prochaine. Le premier, Florent l'a déjà développé, mais c'est l'effet brise-vent. C'est bien profiter de la haie, profiter de l'arbre pour avoir un effet brise-vent. C'est le schéma là sur votre droite. Florent l'a déjà présenté tout à l'heure. Il y a aussi l'effet biodiversité, comme on l'a bien rappelé. C'est vouloir peut-être mobiliser un certain type d'essence, un certain type d'arbre pour attirer un certain type d'auxiliaire qui permettrait d'avoir une fonction sur votre exploitation. Ça peut être des pollinisateurs pour amplifier la pollinisation sur certaines parcelles. Ça peut être au contraire des insectes qui vont bloquer l'arrivée de parasites. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. Quand j'avais fait cette diapo, j'avais rajouté la chasse aussi dans la biodiversité. Ouais. Ça peut questionner pour certains, mais ça peut être un vrai moteur de plantation pour certains, d'accueillir, d'avoir un système synégétique, un système pour la chasse qui est mieux doté.
on va renforcer le paysage, on va renforcer la biodiversité globalement sur l'exploitation, et puis on va avoir tous les effets qu'on a cités tout à l'heure. Donc c'est un peu volontaire de se dire, la chasse c'est une motivation, mais dans tous les cas, ça va agir aussi sur tout le reste. Donc pourquoi pas, et si c'est une bonne motivation pour l'agriculteur, c'est très bien de le prévoir aussi dans les objectifs d'implantation. Ça, ça- ça peut être aussi juste le fait de pouvoir voir des animaux sur son exploitation. Des agriculteurs qui nous disent que voilà, quand ils sont sur le tracteur, ils sont voilà, agréablement surpris de voir des animaux et ils veulent renforcer ce côté-là en les chassant après ou sans les chasser, mais voilà, ils sont intéressés pour avoir voilà, des nichés de perdrix, d'autres oiseaux ou d'autres enfin, voilà, d'autres animaux. Euh, donc ça, c'est l'aspect plutôt biodiversité. Il y a aussi l'aspect, alors là, ça, on va jouer sur le côté barrière lié à l'arbre. Alors, ce sera plutôt une haie dans ce cas-là, mais ça peut être séparé deux parcelles. Alors, ça peut être sur une même exploitation, hein, séparer deux parcelles qui pourraient avoir une certaine concurrence en termes euh, de maladies, ou enfin voilà, c'est vouloir bloquer ces éléments-là. Ça peut être séparer une parcelle d'un voisin. Par exemple, si on est en agriculture biologique, ça peut être séparer la parcelle du voisin qui est en agriculture conventionnelle et sur lesquels on pourra avoir des dérives de certains produits phytosanitaires. Ça peut être ça. Mais c'est vraiment jouer avec l'effet de barrière de la haie et ainsi cloisonner finalement sa parcelle pour qu'il n'y ait pas, pour limiter les effets de l'environnement extérieur. Il y a l'effet ralentissement des écoulements et meilleure infiltration de l'eau avec voilà, la retenue de l'eau par les racines et meilleure infiltration avec la microporosité qui pourrait découler du travail des racines dans le sol finalement, et donc on a une meilleure infiltration de l'eau. Sur des parcelles qui peuvent être engorgées, ça peut être intéressant. Sur des parcelles en pente, on a aussi les effets voilà, de ralentissement des écoulements avec pourquoi pas des haies ou des systèmes un petit peu de barrières qui peuvent être utilisés sur les parcelles. Voilà. On a l'effet tampon climatique. Alors un peu à l'instar de l'effet brise-vent, mais finalement on a le microcosme qui est créé avec les différentes haies, les différents arbres, etc. Ça crée un certain système, une certaine voilà, un système de température, d'hygrométrie, et qui peut être bénéfique à la culture associée, notamment sur des fortes chaleurs. Alors je ne sais pas si Florent, toi tu as des chiffres, mais lorsqu'on a des épisodes caniculaires, etc., on voit très bien que l'effet de la flore, l'effet de l'arbre permet de diminuer de façon significative la température au niveau de la culture et d'éviter les échaudages. Oui, effectivement. Au niveau tampon climatique, on a plusieurs études, plusieurs sources qui en parlent. Du coup, j'ai des chiffres qui peuvent varier un petit peu, mais on a entre 4 et 10 degrés dans les extrêmes d'écart entre le pied de la haie et l'intérieur de la parcelle. Et ça joue à la fois en chaud et en froid. C'est-à-dire que ça peut permettre de lutter contre les fortes chaleurs, mais ça peut aussi permettre de lutter contre les froids intenses et donc les problèmes de gelée, par exemple. Et du coup, voilà, tous ces éléments-là, c'est plutôt les éléments liés à l'agronomie, comme on les a évoqués, un petit peu plus dans le détail. On va accélérer un tout petit peu, je pense, Maxime, il va nous Ouais. rester un petit quart d'heure pour conclure dans cette version-là. Finalement, juste pour dire que ces éléments-là, ça permet d'un côté de pouvoir maîtriser des charges, hein, que ce soit au niveau insecticide, puisqu'on limite avec des auxiliaires l'arrivée des insectes non désirés. Ça peut être ça peut être, voilà, enfin, ça peut être limiter aussi les impacts sur les pressions climatiques, comme on disait, et donc finalement, à terme, avoir une amélioration des effets agronomiques de la parcelle. Ok, et puis on a une deuxième série d'objectifs Ouais. qu'on peut détailler rapidement aussi. Alors, le bien-être animal, donc ça, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'ombre, hein. On voit très bien les images associées avec les vaches là, qui sont sous les arbres. La complémentation alimentaire, ça peut être le rôle de l'arbre fourrager, qui peut être mangé par les bêtes, notamment en période de sécheresse où l'herbe est moins disponible. Des aménagements et circulations, là, c'est tout ce qui est soit des chemins créés avec des haies qui permettent de guider les animaux, ou tout ce qui est simplement le pâturage tournant, hein, ça permet de créer des paddocks afin de guider les animaux dans leur rotation. Il y a aussi la production,
voilà, l'objectif peut être de la production. Alors, production, ça peut être de l'énergie, hein. On a le bois plaquette, on a le bois bûche pour le bois de chauffage. La production en bois d'œuvre, la production en litière, les piquets, avec notamment les acacias qui peuvent être utilisés, la production en flux, bien sûr, hein. Et puis le capital. Alors ça, c'est plutôt l'argent qu'on met sous le matelas, qu'on dit, mais c'est plutôt pour le bois d'œuvre. Un des objectifs, ça peut être le paysage. Alors ça peut être très propre à l'agriculteur, hein. Ça peut être juste de l'aménagement paysager sur son exploitation, un peu selon les sensibilités de l'agriculteur, hein. Mais forcément, les aménagements que vous allez faire auront une certaine une conséquence sur le paysage, sur l'aménagement du paysage, et ça le modifiera. Donc ça peut être un objectif supplémentaire d'améliorer le paysage sur votre exploitation en fonction des goûts que vous voulez y ajouter. La limitation des charges, alors ça c'est peut-être plus on pourrait s'y étendre, mais c'est déjà l'amélioration du système agronomique comme on le voyait précédemment, mais ça peut aussi être la limitation des charges dans la valorisation qu'on peut faire d'une haie par exemple, en essayant de la valoriser en bois plaquette, en bois bûche, qui permet de limiter les charges d'entretien, la haie ayant d'autres fonctions à côté pour la protection des animaux, pour la protection contre le vent, etc. C'était aussi ce point-là, quand on passe d'une haie basse à une haie plus développée, plus productive, en fait, on se rend compte que les charges d'entretien de la haie, elles diminuent. Donc, non seulement on passe sur une haie qui devient productive, mais en plus, on a une haie en place qui va coûter moins cher année après année en entretien. On est sur des formes assez variées d'agroforesterie, là, selon les objectifs, hein. On n'est pas que sur l'agroforesterie intraparcellaire systématiquement. Exactement. Et puis après, on a aussi tout ce qui est atteinte des certifications environnementales, alors HVE, Label Rouge, etc. Atteinte des certifications, mais atteinte aussi de certains marchés. Aujourd'hui, on a une pression des transformateurs, des entreprises de l'agroalimentaire qui vendent aussi à travers leurs produits du paysage, et finalement, il y a des entreprises qui souhaitent avoir des arbres sur les exploitations auxquelles elles vont racheter ensuite les productions. Donc ça peut être aussi un argument de vente pour essayer de trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles... On a eu un exemple très concret récemment, là, c'est un agriculteur qui est en conventionnel, qui a des œufs, qui fait des œufs pour la casserie élevée en plein air. Donc c'est la seule certification qu'il a, le seul label qu'il a, c'est l'élevage plein air. Il a aucun autre label, et son intégrateur lui demande un certain nombre d'arbres et d'arbustes sur la parcelle. Et, pour l'instant, il ne les a pas encore mis en place. Son poulailler est tout neuf là. Mais s'il ne le met pas en place à terme, il perd son marché avec cet intégrateur. Et enfin, on a aussi le marché de compensation carbone. Alors ça, c'est peut-être pas un marché qui est encore totalement mis en place. Florent, peut-être que tu pourras détailler un peu plus, mais grosso modo, c'est essayer de capitaliser sur la fonction de captage du carbone de stockage du carbone par l'arbre. Et là, on a des marchés de compensation liés notamment au principe de diminuer les rejets de carbone dans l'atmosphère. Ouais, on le citait tout à l'heure, l'arbre, c'est la meilleure manière de capter du carbone sur la parcelle agricole, la plus grosse quantité. Donc, du coup, quand on va parler de marché de compensation de carbone, ceux liés à l'arbre auront un avantage aussi en lien avec ça, par rapport à des systèmes qui restent grande culture ou élevage classique. Et enfin, pour terminer, voilà, on a des objectifs qui sont propres à chacun, et c'est aussi ça peut être tout simplement le fait de vouloir remettre des arbres sur son exploitation, c'est aussi la valeur un peu sentimentale. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il peut y avoir plusieurs objectifs à chaque fois, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas tous les objectifs, et qu'en fonction des personnes et des situations, il y en a certains qui vont être mobilisés et pas d'autres. C'est important de hiérarchiser pour pouvoir orienter le projet dans un certain sens. Après, on aura forcément un impact sur le paysage, par exemple, on aura forcément un impact sur la biodiversité, même si on a pris un objectif qui est différent. C'est l'avantage aussi, c'est que les avantages, c'est un cortège de choses. On va prioriser sur l'un ou sur l'autre pour que le système soit cohérent. Et puis, on aura des co-bénéfices liés à la présence de l'arbre. Alors, je te laisse détailler très rapidement les méthodes d'un projet agroforestier, et puis on verra une version plus simple juste après, plus parlante. Oui, alors ça, c'est peut-être la méthode que nous, on va employer quand on va venir peut-être vous accompagner dans un projet d'agroforesterie. Au début, c'est déjà avoir la réflexion de votre projet. Si tu peux aller un petit peu plus rapidement.
Je te laisse. Oui, tu peux tous voilà. Grosso modo, c'est les différentes étapes qu'on va avoir dans la réflexion d'un projet. Vous avez déjà la première étape qui est de définir vos objectifs. Vous, c'est pourquoi vous voulez planter. Quels sont, comme on le disait, quels sont les premiers objectifs que vous voulez avoir et qu'est-ce que vous voulez tirer de l'arbre finalement. Donc à partir de ça, on va regarder déjà peuvent être les schémas qu'on peut utiliser. Voilà, vous voulez un effet brise-vent, du coup, on va peut-être plus avoir un type de haie serré, etc., pour limiter, pour avoir vraiment cet effet brise-vent. Donc, il y a ces premières données-là. Ensuite, ce qu'on va y associer, c'est tout l'environnement, le contexte pédoclimatique qu'on va avoir sur votre exploitation. Quels peuvent être voilà, le contexte au niveau pédologie de vos sols, etc. Tout ça, ça va influer ensuite sur les essences qu'on va avoir, mais aussi sur les schémas de plantation. Pareil sur l'analyse du système de culture. Votre système à vous, votre système d'exploitation va forcément influencer sur le projet final et sur les schémas de plantation qu'on va pouvoir faire. Le contexte socio-économique également, que ce soit le budget, que ce soit le réglementaire aussi. Forcément, on a des règles. Typiquement, on peut pas. Il y a des règles pour implanter, par exemple, des haies en mitoyenneté ou des choses comme ça. On ne peut pas s'implanter en fonction des différents types de haies à une distance réglementaire. On va avoir forcément une planification et un chiffrage qui vont être une dominante à prendre en compte fortement dans la conception de votre projet. Le financement, alors ça, on y reviendra un peu plus tard dans le déroulé de la présentation. Et enfin, vous aurez l'étape concrète de plantation. Et ce n'est pas fini avec l'arbre une fois la plantation, c'est-à-dire qu'on a tout l'entretien et la gestion de vos arbres qui vont être déterminants et qui sont à réfléchir dès le début du projet, finalement. Puisque finalement, le temps que vous allez avoir à y consacrer, par exemple, peut être à prendre en compte pour savoir quel type de gestion on aura après dans votre projet. Enfin, voilà, il y a tout ça à prendre en compte et les différents. Et finalement, votre projet est une composante de tous ces éléments-là. Du coup, on va pas détailler toutes ces étapes. Pareil, on pourrait le faire et c'est le schéma qu'on suivra quand on viendra sur votre exploitation pour avoir un projet bien adapté. On va pas, comme on a souvent les questions au téléphone, qu'est-ce que je plante, quelle densité, et ça s'arrête là. En fait, on voit que le schéma il est beaucoup plus complet. Et pour aujourd'hui, pour le webinaire, pardon, on va se simplifier les choses avec ce petit. Oui, c'est ce qu'on disait, finalement, votre projet, le type d'association, ou du moins ce qui va être votre projet, finalement, découle de différentes composantes, qui est d'abord votre système d'exploitation à vous. C'est bien intégrer l'arbre à votre système d'exploitation dans un premier temps. Ça va être défini par vos objectifs également. Savoir ce que vous voulez faire de l'arbre, ce que vous voulez tirer des avantages de l'arbre. Et enfin, ça va être dépendant aussi de vos contextes, votre contexte pédologique, votre contexte climatique, votre contexte au niveau réglementaire. Est-ce que vous avez des aménagements qui peuvent bloquer certaines possibilités. Enfin voilà, ça va dépendre de tout ça. Ouais, le système d'exploitation, les objectifs, on en a déjà parlé, donc on va juste s'attarder sur une diapo sur le contexte environnemental de la parcelle, on va dire. Alors, contexte environnemental, donc on peut résumer ça sur les contextes pédoclimatiques et pédologiques. Ça peut être donc oui, la pédologie, donc ça vous avez un exemple de carte des sols, mais les pH, les textures de sol, les profondeurs de sol, la charge en éléments carbonés et aussi la capacité de rétention de l'eau de votre terrain, de votre terre, de votre parcelle, va fortement influencer sur le type d'essence que vous allez avoir dans vos plantations et sur le schéma de plantation que vous allez avoir par la suite. Également la pluviométrie, ça paraît évident, mais l'exposition, la pente, les vents dominants, enfin voilà, tout ce contexte-là va faire en sorte que vous pourrez mettre certaines essences qui sont bien adaptées à votre parcelle et d'autres qui le seront moins. Et donc ça, c'est ce qui est résumé finalement dans le diagramme à votre droite. C'est un diagramme, un écogramme, donc qui prend en compte les comportements trophiques, c'est-à-dire où est-ce que l'arbre va être le plus à l'aise, dans quel type de milieu. Alors, de milieux très basiques, avec beaucoup d'éléments calcaires, à des milieux très acides. Très acides, voilà, avec moins finalement de nourriture pour l'arbre, mais il y a des essences qui se placent dans ce type de milieu-là. Donc, vous allez avoir un panel comme ça, et aussi vous allez avoir un panel dans le sens du comportement hydrique. Où est-ce que l'arbre se plaît? Est-ce qu'il se plaît plutôt en milieu sec, plutôt en milieu humide? Et en fonction de ça, finalement, vous allez pouvoir
savoir quelles vont être les essences qui vont être le plus appropriées pour votre parcelle en fonction de ces différents critères-là. On en arrive au choix des espèces en fait grâce à Voilà. ce petit diagramme. C'est une manière simple mais assez précise pour décrire les espèces. Ça, c'est le cas du hêtre qui est ici et on voit en fait dans quelle zone de sol, de comportement de sol, il va le mieux se plaire. Et du coup, où est-ce que sa plantation pourrait être adaptée. Et puis on croise après avec ce que tu as déjà dit du coup, Maxime, la météo, y compris la météo très locale. Donc là, on voit que même sur une carte du département, on peut avoir des disparités assez importantes. En l'occurrence, le nombre de jours de gel printanier, pardon. Mais ça pourrait être vrai aussi sur la pluviométrie, sur l'intensité des gels, etc. Et puis on prendra aussi en compte l'historique, du coup, je conclue sur cette diapo, Maxime, mais du coup, le schéma qu'on a pu avoir par le passé peut inspirer aussi du maillage pour ce que l'on mettra en place plus tard. Là, c'est un exemple dans le vignoble où on avait un maillage le long de cheminements, de cheminements piétons. Et donc, on peut très bien se servir à nouveau de ces cheminements-là pour créer du maillage sur le parcellaire. Alors du coup, on voulait vous présenter aussi quelques exemples de réalisations concrètes. On a parlé beaucoup de choses théoriques. Alors là, c'est déjà en dessous 3 photos dans des contextes très différents que vous avez, dont certaines des photos ont été prises très localement, mais encore plus localement sur des projets qu'on a pu accompagner là, dans le département. Il y a des exemples qui nous semblaient intéressants à montrer. Ici, c'était un porteur de projet qui a participé à une formation, on en reparlera tout à l'heure de la formation. Avant d'arriver en formation, il avait ce projet-là initial sur la partie la plus humide de ces prairies-là qui sont plutôt sur des fonds de vallée. Il voulait replanter en pur une parcelle de peupliers. En fait, il avait déjà des parcelles de peupliers à proximité, là, et donc il connaît bien, et il voulait en remettre sur la partie qui, pour lui, avait le moins d'usage en termes de parcours ovin. En l'occurrence, c'était des moutons. Et puis, en fait, en lien avec la formation et avec ce qu'on vous a présenté là depuis le début, un petit peu plus détaillé, un petit peu plus adapté à son projet à lui, il s'est dit, ben, en fait, au lieu de séparer les choses, je vais les mélanger et je vais prévoir autant d'arbres que sur ma parcelle en plein, qu'on a vu tout à l'heure là. C'est voilà, à quelques arbres près, on a le même nombre d'arbres, mais répartis sur une plus grande surface. Et on a travaillé avec lui un système où en fait il intègre du pâturage tournant, du coup, où il peut avoir voilà, des barrières qui sont recréées avec des haies qui sont à créer sur le linéaire, des haies qui sont déjà existantes en vert, et puis des arbres qui viennent implanter, ben, comme par hasard, nord-sud, pour éviter que les ombres portées des arbres soient trop impactantes pour sa production d'herbes. Et puis une partie qu'il conserve alors, à l'entrée du champ, à l'entrée de la parcelle sans arbre. Et puis ici aussi, parce qu'il peut se réserver sur la meilleure partie la possibilité de le passer facilement en agriculture avec le reste de la parcelle. Donc voilà. Et du coup, on a bien un système qui est complètement différent. Pourtant, on a autant de cultures, autant d'arbres. Et on pense du coup qu'avec ce système-là, on aura plus de production globalement. Il a déjà son débouché pour les peupliers, il a déjà des peupliers à côté, donc là c'est vraiment un cas d'école où en fait, il gagne en compétitivité pardon, de ces parcellaires. Et en fait, l'autre aspect, c'est qu'il garde l'ensemble en agriculture, alors qu'une parcelle de peuplier, c'est une parcelle forestière, donc il aurait perdu une partie de son parcellaire en faisant la première version. Et puis on est même allé encore plus loin, là c'était pour s'amuser un petit peu avec ce projet-là, en cherchant une autre modalité où il a des plus grands espaces ouverts pour les ovins, et où on a doublé ces rangs d'arbres, en fait on a densifié ces rangs d'arbres, et on pense que les arbres s'en sortiront toujours aussi bien, puisqu'ils ont toujours de la lumière des deux côtés, ils ont toujours beaucoup d'espace. Et voilà, c'est juste un schéma d'organisation différent de la parcelle, un schéma d'aménagement différent de la parcelle. Et vous noterez du coup au passage qu'on n'a pas que des arbres intraparcellaires dans ce schéma agroforestier-là, on a plusieurs types de présence d'arbres différentes, y compris des bosquets qui ne sont pas intégrés dans le parcellaire, mais qui en font partie également. Là, c'était un autre exemple. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une personne que j'ai pu accompagner en viticulture, où elle voulait revoir globalement l'aménagement de son vignoble. Le vignoble était assez dense au démarrage, et on s'intéresse à une zone en particulier, où pareil, on avait en fait des haies qui étaient déjà existantes, et puis des haies qui n'existaient pas, mais qui étaient envisageables pour différents usages, donc des usages paysagers ou biodiversité, des usages de lutte contre les ruissellements aussi. Il faut s'imaginer qu'on est sur des parcelles très en pente sur ce secteur-là. Et puis en fait, en accompagnant cette personne, on s'est rendu compte aussi au passage qu'on avait des haies qui existaient, mais qui n'étaient pas forcément bien orientées par rapport aux objectifs que se fixait la personne. Donc on en a profité pour faire un petit peu de conseils en gestion, donc un petit là, et des conseils sur la plantation aussi des futurs
Et puis sur le même parcellaire, on avait une parcelle plus proche du site d'exploitation, du site de vente aussi et d'accueil des clients. Et du coup, on a développé une parcelle en agroforesterie intraparcellaire. Donc elle n'est pas encore implantée et elle se fera finalement un petit peu à côté pour être encore plus étendue. Et donc là, c'est vraiment l'aspect vitrine de l'exploitation où on a des arbres qui sont mis en valeur aussi pour leur rôle paysager, accueillant, etc. Un dernier exemple en grande culture où on voit encore une fois, alors là c'est au lycée agricole de Bourges, là, un exemple en parcours, aménagement de parcours de volaille, donc on est en train d'en faire là actuellement avec le plan de relance, c'est possible aussi. Et on voulait vous parler aussi des financements des projets, puisque je disais en introduction que l'agroforesterie désormais était intégrée aux relances. Alors là on est sur la conception, alors on va peut-être passer très très rapidement, c'était juste pour vous montrer l'outil de conception, tu peux nous en dire un mot Maxime? Oui, rapidement. Bon, là, c'est un exemple qu'on a pris, hein, grosso modo. Vous avez sur votre gauche une liste d'essence. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour faire un estimatif des projets. Donc, avec une liste d'essence, ici, on a 60 arbres, ce qui fait en fait 30 endroits de plantation, 30 pôles de plantation sur la parcelle, donc sur 1 hectare. Et à chaque fois, on met 2 arbres par pôle de plantation, ce qui permet au bout d'un moment de sélectionner l'arbre qui sera le mieux développé par la suite ou celui qu'on veut garder. Euh, Sur votre droite, vous avez quelques éléments, hein. Grosso modo, c'est un arbre tous les 10 mètres, enfin un pôle de plantation tous les 10 mètres, donc 2 arbres plutôt tous les 10 mètres. Le type de paillage utilisé, c'est du bois déchiqueté. Voilà, on fait un carré de 80 par 80 sur 15 cm d'épaisseur à peu près, pour avoir un paillage qui soit durable et qui permette de garantir une bonne prise de l'arbre dans les 3 premières années, quoi. Éviter la concurrence avec notamment les herbes qu'il pourrait y avoir, notamment en cylindrique. Florence, tu veux passer directement à l'estimatif? Je pense qu'on peut. Là, on est sur un exemple d'un hectare à peu près, une parcelle C'est ça. d'agroforesterie parcellaire sur 1 hectare, avec la particularité qu'on a 2 arbres par trou de plantation. C'est une modalité particulière, on peut en avoir un seul, mais là, on a choisi d'en mettre 2. Vas-y, je te laisse continuer. Et là, voici un estimatif qu'on a fait. Après, bon, voilà, les prix unitaires que nous, on a en stock. Peut-être qu'ils seront un petit peu, qui pourront un petit peu évoluer, mais grosso modo, si au total, on arrive à un total de 800-900 euros à peu près, ce qui fait à peu près 15 euros par arbre planté. Alors quand je dis 15 euros, ça prend en compte le paillage, ça prend en compte le plan, ça prend en compte la protection contre les chevreuils ici, ça prend en compte la main-d'œuvre, donc tout ce qui est préparation du sol, pose du paillage, plantation et pose de la protection. Donc, c'est 15 euros par arbre, donc ce qui fait 30 euros par pôle de plantation, par endroit de plantation finalement, puisqu'on a 2 arbres par endroit de plantation. Alors là, du coup, on est plutôt pas cher dans un sens parce qu'on est sur une parcelle qui est très peu dense, 30 trous de plantation, entre guillemets, 30 emplacements par hectare, c'est le moins dense en gros qu'on va préconiser par chez nous. Mais on est un peu plus cher parce qu'on a des doublons d'arbres à chaque emplacement. Donc voilà, c'est vraiment un système particulier. Pour chaque projet, il faudra retravailler ce dimensionnement technique et l'estimation financière qui ira avec. C'était juste pour donner un ordre de grandeur. Et puis du coup, on passe aux modalités de financement pour conclure sur Et ce. donc, oui, modalité de financement qui aujourd'hui, comme l'avait annoncé Florent en teasing en début de webinaire, sont quand même intéressantes, puisqu'on a aujourd'hui, avec le dispositif de plan de relance, le dispositif de plan de relance national, la suite à la relance économique, suite à l'épisode de Covid, ce dispositif, donc c'est un dispositif qui s'appelle Plan ton DM, mais finalement qui sont sur 2 volets, donc un volet consacré au haies et un volet consacré à l'agroforesterie intraparcellaire. Quoi qu'il en soit, sur ces 2 volets, on a un taux de subvention qui est de 100% aujourd'hui sur toute la plantation, c'est-à-dire le plan, les fournitures, le paillage, les protections, et sur la main-d'œuvre. Donc en fait, vous avez un projet de plantation clé en main et qui est financé à 100%. Sur devis, bien évidemment. Mais voilà, on a ce taux de subvention aujourd'hui. Ce dispositif est d'actualité jusqu'au 15 septembre 2022. Donc c'est-à-dire qu'on dépose au fil de l'eau des dossiers qui seront ensuite instruits par la DDT, et ce jusqu'à la rentrée 2022. Pour les dossiers éligibles, on a une fourchette entre 30 et 100 arbres forestiers par hectare. Ça peut être des fruitiers greffés aussi, dans une limite de 50% maximum. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est vraiment sur une mesure plutôt qu'on appelle non productive.
dans le sens où on ne va pas implanter de parcelles productives en termes de production de fruits, par exemple, de production de noix, production de chênes truffiers. Ça, ce ne sera pas possible. Ce sera des dossiers qui sont inéligibles. Toutefois, voilà, vous avez le dossier éligible avec des arbres forestiers et vous pouvez y insérer des fruitiers greffés dans une limite de 50%. En fait, c'est pas les mêmes règles que pour l'admissibilité PAC, hein, on est bien sur des choses différentes. Donc, on pourra très bien implanter un verger pur, ça restera de l'agriculture, ça restera éligible à la PAC. Par contre, ça ne sera pas éligible ici au plan de relance qui permet de subventionner 100% des dépenses. Et c'est logique puisque 100% des dépenses, c'est possible que pour des investissements dits non productifs. Alors, on a un peu la limite avec l'agroforesterie, on est bien dans quelque chose de productif, mais plutôt sur du long terme. Et du coup, tout ce qui va être productif court terme, agricole, ça ne sera pas éligible aux aides avec des petites tolérances, donc 50% des espèces d'arbres dans les parcelles notables. Comme vous voyez, vous avez une liste des dépenses qui sont éligibles. Donc, comme je disais, en préparation du sol, piquetage, mise en place de bandes enherbées également, mise en défense de la zone. Alors, ça peut être des clôtures, ça peut être des protections plastiques, des gaines plastiques, paillage, achat et mise en place des plans, moyens de tutorage et protection post-plantation. Tout ça sont des dépenses qui sont éligibles. Les conditions, donc, c'est un seuil minimal de 1 000 € hors taxe par projet, avec un taux, comme je disais, de 100%. Alors, lorsqu'on est dossier entre 1 000 et 4 200 €, on sera sur un barème forfaitaire qui a été mis en place par la DRAF. Néanmoins, lorsqu'on dépassera ce seuil de 4 200 €, on sera sur un système de devis. Et donc là, on sera avec un taux de subvention de 100% de devis. Et comme on l'a déjà dit, il y a des possibilités de se faire accompagner par la Chambre d'agriculture qui propose aujourd'hui un accompagnement sur la réflexion et sur la définition, la conception de votre projet de plantation. Et cet accompagnement est gratuit dans le cadre du plan de relance. Alors, avec un petit bémol quand même, Maxime, malheureusement, c'est qu'on est un peu victime de notre succès par rapport à ça. Donc, je confirme qu'on a bien pu accompagner un grand nombre d'agriculteurs dans le cadre de ce plan de relance. Pour l'agroforesterie, c'est des dossiers qui prennent un petit peu plus de temps. Parfois, il peut y avoir une petite facturation supplémentaire. Et surtout, on a en fait plus beaucoup de possibilités d'accompagner les agriculteurs. Donc, on pourra encore le faire peut-être au cas par cas et en fonction des éventuels désistements de dossiers qu'on a commencé à accompagner. Par contre, on a d'autres possibilités d'accompagnement. Donc là, c'est vraiment la toute dernière diapo de ce que l'on voulait vous proposer. C'est que du coup, au-delà de l'accompagnement clé en main avec un conseiller qui fait l'ensemble de votre dossier et presque le dépose pour vous, ou vous aide à le déposer, on a aussi la possibilité d'une formation. Donc la formation, elle va débuter dans quelques semaines, là, sur les mois de mars et avril. Elle comprendra 2 journées collectives ensemble, où on approfondira un petit peu les notions que l'on a vues aujourd'hui. On rentrera surtout beaucoup plus dans le concret des projets des participants pour les aider à monter leurs projets. Et puis, on aura une possibilité d'une demi-journée d'accompagnement individuel où on ira sur l'exploitation, cette fois-ci, auprès de tous les stagiaires qui auront participé à la formation pour les aider à finaliser leurs projets. Donc, on les commencera en commun et puis on les finalisera en individuel avec l'exploitant. Donc voilà, ça c'est une formation Vivea pour ceux qui sont éligibles, donc ça sera pris en charge au moins en partie, voire en totalité selon les barèmes. Et puis, du coup, sur 2 jours de présentiel, plus une demi-journée d'accompagnement individuel sur les mois de mars et avril, donc 24 mars et 28 avril de mémoire. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour des accompagnements individuels éventuels, revenez quand même vers nous et voyons ensemble quel est votre besoin précis et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et puis, on voulait aussi vous rappeler qu'on a 2 webinaires qui sont déjà en ligne. Donc, un webinaire sur l'organisation de son chantier de plantation, qui est vraiment spécifique au plan de relance, puisqu'on a vraiment tout qui est fait par des entreprises. Et malgré tout, l'agriculteur, dans ce cas-là, a un rôle de maître d'ouvrage, donc de pilote, de chef d'orchestre de son projet de plantation. Il y a quelques astuces à connaître. Et puis le webinaire sur la plantation des haies, donc qui date d'il y a 1 an maintenant et qui est un petit peu obsolète en ce qui concerne les financements. Ce sera plus d'actualité dans ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Mais malgré tout, on revient sur les objectifs de plantation d'une haie. Voilà. Il y a des éléments un petit peu en commun avec le webinaire d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus axé sur la haie productive en tant que système dans les exploitations agricoles.
Voilà pour tout ce que l'on avait à vous dire. Si vous êtes intéressé par ces différents aspects, n'hésitez pas à revenir vers nous ou même nous laisser un message dans la discussion. Je vois d'ailleurs que Joséphine nous a demandé de mettre les liens, alors je vais essayer de le faire en direct, de mettre les liens dans la discussion des webinaires déjà existants. Hop. Ah bah Maxime a commencé à le faire, il est plus rapide que moi. C'est bon, je suis sur le coup. Ça, c'est la, la réactivité en direct. Un des webinaires, il y a le deuxième également. Si vous voulez du coup revenir vers la Chambre d'agriculture, ben, passez par le standard directement, ou bien vous pouvez contacter aussi l'assistante du service à ces adresses et numéros. Il y a également Julien qui a levé la main. Est-ce que, Julien, tu voulais intervenir peut-être? Oui, oui, déjà les gars, merci pour ce webinaire, c'était très intéressant. Moi, ma question, c'était par rapport à la formation. Est-ce que la formation est conditionnée par le fait qu'il y ait eu, comment dire, un accompagnement par la Chambre, ou est-ce que ça concerne justement toutes les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de, comment dire, de ce service-là? Alors, c'est plutôt la deuxième version. Pour être accompagné sur un projet agroforestier, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est bien d'être accompagné. Il y a quand même des choses à savoir et des pièges à éviter. Il y a plusieurs modalités d'accompagnement différentes. L'accompagnement clé en main qui peut correspondre à certains, et puis l'accompagnement collectif qui apporte aussi plein d'autres choses, parce qu'on bénéficie des apports des stagiaires, on bénéficie de deux formateurs. En l'occurrence, il y a Bernadette Vallée qui participe aux formations que j'organise et qui est la formatrice référente sur l'agroforesterie et elle est gestionnaire forestière elle-même. Ça permet vraiment de varier les approches, de poser ses questions en direct, etc. Et en termes de transfert de compétences, on va beaucoup plus loin dans la formation que ce qu'on fait dans un accompagnement individuel. Donc voilà, c'est deux modalités d'accompagnement différentes. La première, l'accompagnement individuel, a tendance à se tarir là aujourd'hui. Par contre, la formation, là, elle vient d'être lancée, donc c'est un format qu'on espère pourra remplacer aussi les modalités d'accompagnement individuel pour accompagner le maximum de projets. Après, que ça passe par nous en individuel ou que ça passe par une formation en collectif, peu importe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire bénéficier de ces enveloppes au maximum d'agriculteurs. Les enveloppes, elles sont loin d'être consommées encore aujourd'hui, donc il faut vraiment en profiter. Par contre, la date couperée là, de septembre 2022, a priori pour le moment, c'est la date qu'on a comme fin du dispositif et elle ne sera pas reconduite par la suite. Ok, merci. Bah, du coup, tu as répondu à ma deuxième question qui était par rapport à l'enveloppe du plan de relance. On avait 5 millions d'euros sur la région. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 2 millions à peu près d'investissements qui sont programmés. Et puis, il y avait une petite part sur l'accompagnement, du coup, qui part aussi sur l'accompagnement individuel que je vous citais tout à l'heure. Mais on est encore loin d'avoir consommé les enveloppes. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas, c'est le moment. Je pensais qu'on avait laissé nos coordonnées du coup dans une diapo de conclusion, c'est pas le cas, mais on est joignable du coup sur les coordonnées là de Christine Lopez sans problème. Et puis par l'accueil, on pourra aussi vous redonner nos coordonnées, Florent Braque de la Perrière et Maxime Quignon pour ceux qui veulent revenir vers nous. On peut vous remettre nos deux noms dans la discussion encore une fois. Et puis sinon, hop là, moi j'ai mis des majuscules pour l'un et pas pour l'autre, désolé. Mais sinon, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous laisse revenir vers nous si vous avez des besoins. On vous remercie beaucoup pour votre participation et votre participation active aussi aux différents quiz. Vos quelques questions. Merci bien et du coup, à une prochaine pour peut-être une nouvelle série d'informations. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.